Bonjour Francis Peduzzi. Bonjour. On a la chance de vous avoir parmi nous là pour un entretien et on aimerait vraiment prendre en fait le temps de penser à la construction en fait du Chanel qui est un lieu repère en fait dans la ville. Et quand vous arrivez en 1995 à Calais pour diriger le centre d'éléments culturels, vous êtes dans une ville qui n'est pas la vôtre et c'est une structure qui est encore fragile et il n'y a pas de lieu en fait à habiter. Il n'y a pas de lieu. Et si vous repensez à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Et qu'est-ce que vous veniez finalement chercher aussi à Calais, quoi? Alors, je suis arrivé en 91, 8 janvier 91. Euh, L'enjeu est un peu la mission qui m'avait été assignée, surtout par l'État, c'était de doter la scène nationale, qui n'était pas une scène nationale encore, d'un lieu. Et donc toute ma stratégie a consisté à créer les conditions pour qu'à un moment donné, le Chanel puisse avoir un lieu. Donc à l'époque, c'était le théâtre municipal, qui était pour tout le monde la destinée du Chanel. Mais j'ai rapidement compris qu'il y avait un tel affectif autour du théâtre municipal. C'était le lieu de tous les Calaisiens. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit vous êtes une association étrangère. Donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir autrement. Il y a une chose que j'ai définie immédiatement, c'est un peu la stratégie pour avoir un lieu. Et donc, la mienne n'a pas été de dire voilà, nous sommes une structure nationale, donc pour le dire vite, tout nous est dû. Mais moi, ce que j'ai proposé au président, qui est resté, qui m'a accompagné jusqu'à la fin, qui s'appelle Gilles Talot, ce que je lui ai proposé, c'est de faire en sorte que finalement la demande et l'exigence du lieu pour le Chanel, pour développer un projet, que cette exigence repose sur un assentiment profond de la population et que d'une certaine manière la dotation d'un lieu pour le Chanel fasse évidence. Je dois dire que c'est ce qui s'est un peu produit parce que en fait, qui est-ce qui a déclenché le lieu pour le Chanel, au-delà évidemment de la revendication, en tout cas de la demande qui était la nôtre? C'est le maire de l'époque qui s'appelle Jacky Hénin. Et Jacky Hénin a été nommé maire, il était nommé avant d'être élu par la population en 2000, et c'était absolument contemporain de l'épopée de Calais en finale de la Coupe de France. Et il fait un sondage, et voilà, à ce moment-là, toute la ville se déplaçait pour voir les matchs à Lens. Et il y a, de mémoire, il y a 82% des Calaisiens qui demandaient un stade de foot. Et il y a 78% des Calaisiens qui demandaient un lieu pour le Chanel. Et donc ça, je pense que dans sa tête, c'était extrêmement déterminant. Ce qui était déterminant également, c'est que nous lui avions demandé un rendez-vous. Moi, ma relation avec Jacky Hénin, elle était, on va dire, polie, mais il n'y avait pas véritablement d'acquaintance profonde. D'ailleurs, il a mis beaucoup de temps à nous donner un rendez-vous. Et je le sentais vraiment lors de ce rendez-vous qu'on a fait en mairie avec le président sur la défensive. Et puis, voilà, il s'est passé une demi-heure, on a parlé, et il a vu qu'on parlait français à peu près normalement, qu'on était tout à fait compréhensible, et je l'ai invité, donc on devait être en mai, quelque chose comme ça, et je l'ai invité après l'été à visiter une salle qu'on avait faite dans les abattoirs, qui s'appelait le Passager, qui ne ressemble pas du tout au Passager, enfin si, qui ressemble énormément, mais c'est pas du tout la même salle qui est celle d'aujourd'hui. Et il m'a dit oui, voilà, donc j'ai pris acte de ça, et effectivement il est venu fin août, et je lui ai fait visiter cette salle. Donc j'avais un rituel, je faisais toujours passer par les loges, et puis ensuite on entrait dans la salle, et puis ensuite on passait au bar. C'est l'inverse du parcours du spectateur.
qui lui, de toute façon, n'allait jamais dans les loges. Et il a été, mais vraiment, je crois que c'est la personne la plus émue que j'ai vue pour la visite de ce lieu. Il a été d'émerveillement en émerveillement, je crois que le mot n'est pas trop fort. Et puis on s'est assis, moi je n'avais aucun autre enjeu dans cette visite de lui présenter une salle qui avait été inaugurée 6 mois plus tôt, en janvier 2000, et de lui présenter, il était le maire de la ville, il y avait cette salle dans la ville, je trouvais important qu'il en ait connaissance, qu'il la visualise. Et là on s'assoit, et avant qu'il parle, je lui dis une chose très simple, je lui dis moi je préfère être clair avec vous, je vous voyais encore à l'époque, quand vous avez été désigné maire, j'ai pensé que c'était la plus mauvaise chose qui soit pour cette ville. Et là, je me retrouve face à un maire de Calais, et c'est la première fois que je sens chez un maire de Calais une quelconque envie. Et donc il me regarde et il me dit écoute, lui il m'a tutoyé par contre immédiatement. Écoute, voilà, j'ai été pendant des années le garde du corps au sens propre comme au sens figuré de Jean-Jacques Barthes. Et maintenant c'est moi le maire et ça change. Voilà. Et il m'a immédiatement il m'a dit voilà, ça va, j'ai compris. Je te file tous les abattoirs, tu me fais un projet, il y a juste une chose que je te demande, c'est de me laisser la galerie d'Ancienne Poste, puisque je veux faire des logements étudiants. Voilà. Et je dois dire que Jacky Hénin a été totalement acteur de cette transformation qui m'a laissé une totale initiative, enfin il m'a fait une totale confiance, lui et son équipe. Il m'a même désigné, enfin c'est pas lui, c'est le conseil municipal, comme chef de projet de l'opération. Et moi c'était vraiment une période presque idyllique, quoi. C'était passionnant. Donc il m'a demandé d'écrire un projet, j'ai écrit un projet de transformation du lieu, avec évidemment derrière les ressorts de ce que devait être ce lieu. Je l'ai présenté, donc là on était fin août 2000, je l'ai présenté le 3 juillet 2001. C'était lui qui présidait la séance, il y avait tout le monde, et il a fait une introduction, et je crois qu'il y avait possibilité pour personne de faire en marche arrière ou de ne pas acquiescer. D'autant plus que j'ai quand même trouvé la ville a payé 23% du coût, qui était un coût au mètre carré qui était inférieur au coût du logement social. Ça n'a pas empêché Natacha Bouchard, quand elle est arrivée, de dire que c'était exorbitant et tout. Enfin, le coût global moins cher que le prix au mètre carré du logement social. Et sur ce prix moins cher du logement social, la ville n'a payé que 23%. C'est-à-dire que je me suis débrouillé avec les fonds européens, le département, avec l'aide de Jacky, l'État et la région, de trouver le complément de subventionnement de cet endroit. Et si je reviens sur ça, donc il y avait l'idée vraiment de cette première visite qui était vraiment d'initier un projet, de montrer ce que ça pourrait être. Pourquoi c'était important d'avoir un vrai lieu en dur, de faire vivre quelque chose dans la durée à partir d'une architecture. Et le deuxième point, c'est que là, on a souvent une vision de la culture comme finalement, il s'agirait d'ajouter des lieux, d'avoir plein de consommations possibles. Est-ce que c'est ce lieu-là qui était à créer, c'était aussi un lieu qui existait aussi contre d'autres dynamiques ? En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il s'inscrivait dans mon esprit contre, mais il s'inscrivait à côté, en plus, et il s'inscrivait sur d'autres attendus. C'est-à-dire, je me souviens, quand j'avais rédigé le projet, la question qui était à l'œuvre, c'est qu'est-ce qu'un lieu culturel aujourd'hui, au XXIe siècle ? Et les premières réponses que j'avais données, c'était des réponses sous une forme négative, c'est pas un théâtre de plus. Je ne voulais pas faire un théâtre de plus.
Et la deuxième réponse, elle n'est pas sous forme négative, c'est de faire un lieu de vie qui s'adresse à toute la population. Donc évidemment, il y avait aussi d'autres réflexions derrière. C'était aussi casser aussi la violence symbolique qui est celle d'un théâtre habituel. C'était de développer un projet qui soit à l'image de ce que nous étions, parce que quand même, pourquoi je reviens sur ces 78% qui étaient favorables à un lieu pour le Chanel. Pourquoi il y avait ces 78%? C'est parce qu'il y a eu un événement majeur qui était une coïncidence historique, géographique. C'est qu'on était à 8 km d'un tunnel dont nous avons proposé en 1993 l'inauguration. En gros, il y avait comment dire, deux propositions. Il y a une proposition, je m'amuse toujours avec cet exemple, proposition de droite, c'était de faire un concert de Jean-Michel Jarre, puis une proposition de gauche qui était la reconstitution des Beatles, mais je crois que Lennon était déjà mort. C'était un peu, voilà. Et donc nous, quand on est arrivé, on a bénéficié aussi à ce moment-là d'une écoute vraiment majeure de quelqu'un qui s'appelle Marie-Christine Blandin, qui venait d'arriver à la présidence, et de son équipe, qui venait d'arriver à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais. Et il y a tout de suite eu des accointances, des affinités, de penser sur le rôle que pouvait être celui de la culture. Et donc on avait présenté un projet qui était celui d'associer la population à cette inauguration. Et il y a eu 10 jours en 1994 qui ont été une déflagration absolue dans la ville, mais vraiment avec... il y avait évidemment le géant du Royal de Luxe, qui était une apparition inédite, inouïe, franchement qui défiait l'imagination, mais il y avait aussi le tunnel d'Ilotopie qui faisait 80 mètres de long. Le quai d'embarquement est installé pour l'occasion sur la place du théâtre. C'est la grosse production de ces festivités, un immense tunnel de toile de 135 mètres de long entièrement réalisé par la compagnie Ilotopie. Ils sont une trentaine à mettre en commun leurs compétences techniques et artistiques pour des créations avant-gardistes toujours étonnantes. Clin d'œil au chantier du siècle, le tunnel permet tous les délires et toutes les rencontres. Démocratie, des broderies, la ligue pour la famille, les femmes et les enfants. Serrez-moi la main, merci. Devant entre la voie du Nord et le théâtre, qui allait presque jusqu'à la galerie, pas la galerie nationale, qui allait presque jusqu'à la Poste. Enfin voilà, un certain nombre de propositions comme ça, majeures, qui s'adressaient à tout le monde. Je me souviens, par exemple, on avait une proposition avec une compagnie régionale qui s'appelle le théâtre La Licorne, ça s'appelait le Bateau d'Ombre. Donc ça partait de la citadelle, c'était un bateau un peu fantasmagorique, avec des projections, une espèce d'épopée. Quand on travaillait sur ce projet, on attendait 200 personnes chaque soir. Et je me souviens, j'arrive, parce que on a bénéficié aussi de températures extrêmement printanières. Et j'arrive, donc je n'ai pas de visu, idée du monde qu'il y avait. J'arrive le premier soir et je débouche derrière la gare et tout d'un coup je vois le pont, mais noir de monde. Il y avait à peu près 2000 personnes qui attendaient, et c'était ça chaque soir. Et d'ailleurs, il y a les conditions on n'avait pas mis de barrière, les gens avaient 1,50 m pour circuler le long du canal et jamais personne n'est tombé à l'eau. De toute façon, il y avait évidemment les sauveteurs qui étaient là au cas où, mais c'était une ambiance absolument familiale, tout à fait tranquille. Je crois que ces événements ont marqué la ville, et puis ils ont donné naissance. Moi, quand je suis arrivé, je n'avais pas du tout l'intention de faire des événements dans la rue. C'est aussi
le dialogue comme ça qui s'installe à travers les propositions qu'on peut faire, les opportunités, et ça, cette inauguration, c'était une opportunité, qui ont contribué à écrire le projet du Chanel. Et donc ça a donné une manifestation tous les 2 ans qui s'est appelée Jour de fête, et puis à un moment elle s'est appelée Rêve Général, c'était beaucoup mieux que Jour de fête d'ailleurs. Et puis en 2000, enfin le passage à l'an 2000, la municipalité m'avait commandé un événement pour le passage à l'an 2000, et moi j'avais déjà en tête d'inscrire un autre événement, mais sur d'autres attendus. Jour de fête, ça capillarisait la ville, c'est-à-dire ça invitait les gens à venir dans des endroits qui avaient une charge, une dimension poétique. Voilà, pour être un bon citoyen, il faut aussi aimer sa ville. Enfin bon, c'est parti un peu de cette idée un peu basique, un peu pauvre peut-être même, mais c'est parti de là, et j'avais envie d'imaginer une autre manifestation dont les attendus sont un peu inverses, c'est-à-dire un point fixe du matin au soir, enfin voilà. Et le matin au soir, ça commençait déjà à exister avec Jour de fête. Et on a créé Feu d'hiver à ce moment-là. Et le premier feu d'hiver, donc aujourd'hui, enfin hier, Feu d'hiver, c'était 40 000 personnes, 50 000 sur 5 jours. Là, je me souviens, le 17 décembre, donc la date était 27 au 31 décembre, le 17 décembre, on avait exactement 23 réservations. Et je me souviens avoir dit à la secrétaire, je dis, mais Babette, qu'est-ce qu'il faut faire pour intéresser les gens dans cette ville? J'avais un peu la réponse avec Jour de fête, mais voilà. Et puis, alors c'était pas du tout aux abattoirs, on avait fait avant Cœur de vie, voilà, c'était aussi comme un discours politique, c'est-à-dire, moi je plaidais, ça plaidait, mais ça ne revendiquait rien, c'était posé là comme ça, après les gens, et puis je l'avais même pas écrit, mais pour moi ça plaidait pour qu'il y ait des espaces dans la ville, des espaces de respiration, et pas des lieux de consommation. Et donc on avait à cet endroit-là, qui était un endroit, il y avait une grande place, on avait installé des chapiteaux, on avait fait une programmation, le premier c'était très léger. Et ensuite, Jackie Hénin, encore lui, a tranché, parce que son adjoint au tourisme était absolument opposé, a tranché pour que Jour de Feu d'hiver devienne pérenne. Et tous les 2 ans, en quinconce avec Jour de fête. Voilà comment ça s'est fait. Et donc, c'est pour ça que l'inauguration, par exemple, du lieu qu'on connaît, qui a eu lieu le 1er décembre 2007, en 2005-2006, j'avais discuté avec Jean-Louis Courcoul, qui est le metteur en scène, directeur de Royal de Luxe, parce que je lui ai expliqué qu'on n'explique pas le Chanel sans Royal de Luxe. Enfin, cette transformation du lieu et la place du Chanel dans la ville sans Royal de Luxe. Et je pensais que c'était bien que ce soit le géant qui inaugure le lieu. Sauf que dans ce lieu, on peut mettre 5-6 000 personnes, et on sortait d'un spectacle avec le Royal de Luxe, où on avait fait avec l'éléphant 160 000 personnes, voilà, sans toute la pub, des dragons et tout ça, donc ils ne font pas mieux. Donc là, vous êtes revenu sur des propositions qui sont en fait des propositions un peu des utopies quoi, dans la ville, qui font voir la ville autrement et qui font vivre aussi d'autres choses. Et moi, la première fois que je suis venu au Chanel, parce que je ne suis pas de Calais, je vivais à Montreuil-sur-Mer, j'étais incroyablement surpris par l'attachement hyper puissant en fait, qu'il y a d'une population avec ce théâtre-là. Et j'aimerais revenir un peu sur les abattoirs. Comment on fait pour imaginer un lieu qui n'est pas en fait un lieu de consommation, qui n'est pas un lieu où on vient juste voir une heure, une pièce de théâtre, une proposition, et après on s'en va, mais un lieu en fait où les gens aiment rester. Et je pense par exemple aux lycéens, aux lycéennes qui restent, qui traînent aussi. Voilà, comment on fait pour construire aussi une sorte d'utopie un peu quotidienne? Parce que ça, c'est difficile quand même.
Ouais. Bah, d'abord, pourquoi les abattoirs? Bah, les abattoirs, c'était l'opportunité qui était la nôtre. C'est-à-dire, quand on a préparé les manifestations d'inauguration du tunnel en 1994, il nous fallait un lieu de répétition, il nous fallait des lieux de construction, il nous fallait des bureaux de production. Moi, j'ai pris un risque énorme quand j'ai proposé ces manifestations, parce que d'abord, le Chanel a investi énormément dans la préparation, dans la réflexion, à embaucher des gens, sans savoir si on allait pouvoir les faire ou pas. Et moi, j'ai un ami qui travaillait au ministère, qui était venu me rendre visite comme ça en été, mais qui avait sa casquette du ministère et qui m'a dit bah, je te préviens, si tu te plantes, c'est fini, quoi. Donc aujourd'hui, tout le monde, oui, le Royal de Luxe, les géants et tout ça, mais à l'époque, moi je me souviens d'une réunion de présentation à la mairie avec 80 personnes, la chambre de commerce, et des élus et des techniciens, et de la ville et de la chambre de commerce. Sur les 80 personnes, il y en avait 3 qui connaissaient Royal de Luxe, dont 2 du Chanel, quoi. Enfin, j'exagère à peine, mais c'était ça. Donc, présenter aujourd'hui les choses comme une évidence, ça devait marcher, enfin, il y a eu vraiment, enfin, moi je me suis mis en risque total, professionnellement, sur cette histoire. Et donc, l'arrivée aux abattoirs, c'était des abattoirs qui venaient d'être fermés, répondaient un peu aux critères d'espace, espace extérieur, espace intérieur, pour pouvoir installer des ateliers. On avait créé une formation de couturière, une formation de décor sur un an pour une vingtaine de personnes. Enfin bon, bref, il y a eu une effervescence comme ça c'est ce qui explique aussi en partie le succès. C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça, mais quand je dis on voulait associer la population, on a vraiment associé la population. Alors après, comment on le fait? Bah déjà parce qu'on le veut, quoi. Je pense que moi, je vais évidemment beaucoup dans les théâtres, et j'expliquais toujours que à partir d'une certaine, quand j'arrivais dans un théâtre, au bout de 10 minutes, j'avais compris ce qu'était le théâtre, et j'avais compris qui les gens ne voulaient pas voir dans ce théâtre. Voilà, j'ai un peu lu Bourdieu, j'ai un peu lu tout ça, et donc je me suis attaché à concevoir un lieu qui avait absolument cette intention-là, à mener une politique qui permettait ça. C'est pas un hasard, enfin, évidemment il y a un jeu de mots, c'est drôle et tout, mais enfin c'est drôle, moi je trouve ça un peu drôle, mais entrée libre Z, mais c'est pas un hasard, c'était une volonté profonde. La politique tarifaire, d'ailleurs c'est pas un hasard si Natacha Bouchard a attaqué en premier la politique tarifaire, c'est que la politique tarifaire était vraiment la tête de proue aussi de cette intention. Quand je repense aux polémiques qu'elle nous a faites là-dessus, mais c'est odieux, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment odieux, et avec des arguments à 2 balles, et d'ailleurs ils en ont convenu, parce que aujourd'hui, enfin, je vois pas, enfin, je sais que c'est compliqué d'imaginer une autre politique tarifaire, parce que celle-là était tellement simple, accessible, que pour faire mieux, la dépasser, et pour que ce ne soit pas interprété comme un pas en arrière et un signe de ségrégation sociale, c'est quand même extrêmement difficile. Bon bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, on a donné tous les signes, et puis on a eu... voilà, aussi, mais on l'a eu, c'est parce que j'ai quand même été le chercher. On a eu un architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, qui avait engagé lui aussi dans son travail d'architecte une réflexion sur ce qu'est un lieu culturel,
Donc c'est une architecture qui n'est pas dans l'ostentatoire, c'est une architecture qui est au service d'un projet, au service de ses usagers, qui est conçu avec les usagers, enfin ceux qui vont utiliser le lieu. Et c'est une architecture qui offre une grande liberté d'utilisation, ça c'était notre souhait. Et c'est aussi une architecture qui a une dimension politique, enfin, et poétique. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le nombre de gens qui m'ont dit ah là là, quand on rentre ici, on a l'impression d'être ailleurs. Bon, il y a tout ça, mais ça, c'est des trucs. Vous pouvez l'écrire, mais s'il n'y a pas, il y a eu une alchimie. Et d'ailleurs, moi-même, hein, j'étais extrêmement surpris de l'accueil qu'il y a eu sur ce lieu. D'ailleurs, petite anecdote, mais pourquoi la liberté de séjour naît? Liberté de séjour naît à un moment extrêmement précis. Liberté de séjour, c'était l'idée qu'une équipe artistique s'inscrive dans le lieu pendant 3 semaines, et une équipe artistique à qui on donne les clés et qui fait sa programmation, son histoire à l'intérieur, et qui fait vivre le lieu de la manière dont elle a envie de le faire vivre, et qui l'habite avec son univers. Et je me souviens très bien, je faisais visiter ce lieu en amont pendant les travaux, et plus j'avançais dans la visite, plus je me disais, nous, il faut s'imaginer, hein, on avait une salle de 220 places, 220, voilà, je ne vais pas dire que c'était vide, hein, c'était pas du tout le cas, mais je sais que ça débordait pas non plus, que voilà, il y avait une fréquentation très, très honnête. Et là, on passait à potentiellement 2000 dans la grande halle, en configuration gradin 500, 300 dans le passager, 250 dans le cirque, les pavillons 120 personnes chacun. Enfin, on passait dans une dimension tout autre. Et j'étais là, et j'avançais dans la visite, et je me disais, mais comment on va faire pour faire vivre tout ça? Enfin, c'est impossible, quoi. Impossible. Et donc, je me dis, bon, une partie du bébé, on va le filer à quelqu'un d'autre, parce que... Et puis c'était aussi l'idée de... voilà, une programmation, c'est aussi un univers personnel, quoi. Et c'était aussi l'idée de décaler cet univers personnel en offrant une ouverture pour les spectateurs, et puis une respiration dans la programmation qui soit pas à l'unisson de celle qu'on fait d'habitude. Voilà. Et donc, oui, moi j'ai été surpris, et c'est marrant parce que j'y étais samedi, là, et je me suis remémoré un moment, je ne sais plus en quelle année c'était, enfin peu importe. Mais voilà, après un spectacle, je suis parti vers 23 heures, enfin bon, bref, il faisait nuit, le lieu était tout éclairé. À la personne qui m'accompagnait, je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ce lieu. Et j'adorais ce moment-là, après les spectacles, le soir, où les gens restent au bar, enfin, il y a une vie. Parce que tous les spectateurs du Chanel, ils trouvent ça normal, mais combien il y a de théâtres où les gens restent après? Mais il n'y en a pratiquement pas. Pratiquement pas. Et donc, et chaque fois, les artistes nous disaient, mais c'est incroyable, quoi. Voilà. Et ça, voilà, j'en ai pris rapidement conscience, et je veux dire, je l'ai goûté, quoi. C'était ça, ma satisfaction personnelle, c'était cette ambiance après les spectacles, c'était la magie du lieu, et ça, alors, je parle de l'architecture, je parle de la conception initiale, enfin, ouais,
du concept même. C'est plus que conception, c'est du concept. Ensuite, il y a la phase de conception architecturale, il y a la réalisation, mais ça suffit pas non plus. Il faut l'habiter et l'habiter en permanence, c'est-à-dire voilà, avoir un œil permanent sur ce qui se passe, à corriger tout le temps, parce que voilà, les problèmes reviennent en cycle. Enfin, c'est toujours les mêmes questions auxquelles on est confronté, et donc il faut une vigilance de chaque instant. C'est-à-dire que moi, je pense que ce lieu, on dit il a une âme, oui, il a une âme si les gens qui l'ont en charge ont une âme et ont compris comment devait fonctionner ce lieu. Voilà. Et par rapport à ça, parce que c'est vraiment important de parler de qu'est-ce que c'est construire un lieu, parce qu'on a une vision aussi de la culture comme hors sol, quoi, qui planerait ou finalement serait que pour un public, qui ne serait pas vraiment le public du territoire. Alors que ce lieu, je pense que c'était dans le projet, c'est-à-dire que c'était avec, sur et pour le territoire. Quel dialogue on entretient en fait avec le territoire de Calais, avec ses histoires de travail, de quartier, d'exil, et qu'est-ce que c'est finalement faire un théâtre populaire dans ce territoire-là? Ouais, moi j'ai effectivement écrit ça. Je reprenais l'expression d'un sociologue de la culture qui s'appelle Michel Simoneau, que je connais très bien. Et aujourd'hui, je ne l'écrirais pas comme ça. C'est-à-dire, au mot territoire, je substituerais le mot population. Mais ça, c'était déjà présent. Moi, je dis, je ne travaille pas pour des publics, je travaille pour une population. Et ce déplacement-là, il change tout, quoi. Si vous travaillez pour des publics ou un public, c'est-à-dire, vous êtes à l'endroit des attentes un peu immédiates de ce type de public, ce que Jacques Lefchine appelait le public maïf-camif, Télérama, qui lit peut-être Le Monde, tout ça. Et moi, j'ai jamais voulu être à cet endroit-là. C'est-à-dire que j'habitais déjà ici et mes enfants, la nounou de mes enfants, elle habitait 3 maisons plus loin. Et j'expliquais toujours, me souviens, j'étais souvent invité dans des colloques à Avignon, partout, quoi. Et j'expliquais que mon projet, c'était que la nounou de mes enfants, qui n'a aucune raison d'aller au théâtre, mais rien dans sa vie ne la prédestine pour aller au théâtre, c'est qu'à un moment donné, elle soit concernée par le travail qui est le mien. Et une des réponses, c'était jour de fête. Et j'ai eu la satisfaction, 20 ans plus tard, de la voir, non pas au théâtre au Chanel, mais venir au restaurant du Chanel le midi. Elle venait souvent manger. C'est le colis. Quoi, le colis? Oui. Et vous savez ce qu'il y a dedans? Attendez, je vais aller vous chercher un programme. Non, vous dérangez pas, j'ai pas besoin de programme. Mais je voudrais savoir ce qu'il y a dedans. Vous le savez, vous? En principe, c'est le fils du gire. Si c'est bien sûr, mais il y a aussi une girafe qui vient. Une girafe? Oui, en fer, oui. Une girafe en fer? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les girafes aujourd'hui? Il n'y a pas de girafe. Elle est donc arrivée, cette petite girafe. Bah voilà, vous voyez, madame le dit. Oh, mais quelle girafe? Et là, il y a un colis, là. Mais c'est quelque chose de vivant parce que il y a de la paille, c'est mouillé. Là, ils ont mis la paille quand même pour éponger. Ils peuvent pas ouvrir la caisse comme ça d'un seul coup, tu vois pas comment c'est tout. Et l'ouvrir comment? Bah, ils défont les ficelles, peut-être. Tu sais qu'il faut un bout de temps. Et alors, ils vont l'ouvrir quand?
que là, je sais pas, c'est pas marqué sur les papiers. Ils l'ont pas marqué. Bah, même l'ouvrier, de la façon on- que c'est boulonné, comment veux-tu qu'ils ouvrent ça? c'est pas marqué. Et il y a peut-être même rien dedans. Ouais, ça doit être des vrais, non? Et vous trouvez ça normal, vous qui êtes des girafes à Calais? Bah oui, il y a bien eu un géant. Est-ce qu'on les voit, les girafes? Comment? Quand est-ce qu'on va les voir, les girafes? Bah, elles vont bientôt sortir, madame. Elles vont bientôt sortir? Ouais, attendez. Je serais contente de les voir. Je comprends bien l'idée du théâtre populaire et que c'est un lieu essentiel et qu'on pense à une population et pas simplement à des publics cibles comme dans le marketing, quoi. Mais qu'est-ce que c'est de faire un théâtre populaire à Calais? Est-ce qu'il y avait des histoires calaisiennes qui étaient en interaction avec ce lieu-là? Bah, je sais pas trop, comme ça, spontanément, il n'y a rien qui me vient, sinon que nous, on a toujours essayé de comprendre ce qu'était cette population, de ne pas nous inscrire dans une vision arrêtée de ce qu'est une programmation, de ce qu'est un bon spectacle, de ce qu'il faut programmer. Les programmations, elles existent aussi, elles sont faites aussi pour la carrière de leur directeur, pour être bien vu du ministère, pour mener des stratégies avec la presse. Moi, j'ai toujours été totalement étranger à ça. Ça ne veut pas dire que j'avais pas d'ambition, mais en tout cas, je ne la plaçais pas du tout à cet endroit-là. Donc, c'est pas de moi non plus, mais j'ai repris cette chose-là, c'est-à-dire, j'étais pas dans une dialectique de l'offre et de la demande, mais dans une dialectique de l'offre et de la réponse. C'est-à-dire, voilà, on faisait des choses, on regardait comment ça répondait, on regardait si on faisait fausse route ou pas, et on a fait quelquefois fausse route, enfin, je peux le citer, j'ai pas de gêne pour ça. On a essayé de bâtir une manifestation en lien avec la librairie, où en gros, l'idée, l'intention, c'était d'amener à la lecture, à la littérature, des gens qui y sont totalement étrangers. La manifestation s'appelait Entre les lignes. Donc on a imaginé plein de choses, plein de déclinaisons, des rencontres, des lectures, enfin voilà, sur un week-end, toute chose, enfin une espèce de vocabulaire et de grammaire assez proche de feux d'hiver ou de jours de fête. Bon, c'est planté lamentablement. C'était très bien, hein, mais il y avait un beau succès d'estime, mais il n'y avait pas un mec qui n'était pas déjà lecteur de la librairie qui venait. Voilà. Et puis la même chose sur la saveur de l'autre, où on a essayé de poser la question des migrations, mais y compris des migrations des plantes, afin d'essayer d'ouvrir un peu les horizons et les têtes là-dessus, sans jamais vouloir donner de leçons à quiconque, parce que je pense que c'est pas une question facile. Enfin, voilà. Après, on peut avoir des points de vue radicalement différents que celui de mettre des roches partout dans la ville, mais c'est pas une question facile pour autant. Et sur la saveur de l'autre, on a fait, je crois, deux éditions, avec d'ailleurs des beaux succès publics. Hein. La première édition, on avait fait venir Lilian-Thuram, et on avait rempli la grande halle avec une conférence qui avait été très très bien. Il avait fait venir des migrants qu'il avait rencontrés l'après-midi sur le camp. Cette visite était quand même en plus incroyable. Enfin, tout le monde le connaissait, mais tout le monde le connaissait. Il y avait 2000 mecs là-bas, tout le monde connaissait Lilian-Thuram. Et il me dit, mais moi j'ai été dans leur salon pendant des années, donc toutes les semaines, donc voilà. Bon bref, et la saveur de l'autre, on a arrêté parce qu'on voyait qu'on n'atteignait pas l'objectif. Pourtant c'était une belle manifestation, extrêmement pensée. La deuxième édition, c'est essentiellement Léna qui l'avait imaginé. C'était, voilà, ce qu'elle avait fait, c'était vraiment formidable. Si je reste, on va dire, critique théâtrale, critique d'un lieu artistique et tout. Mais nous, par rapport à l'objectif qui était le nôtre, on savait qu'on n'était pas au bon endroit. Donc tout ça, c'est un travail quand même. Et c'est un travail de réflexion permanente. Par exemple, je me souviens très bien de réunions, on se réunissait régulièrement, chaque
chaque semaine. Et évidemment, après des grands événements, on en faisait l'analyse. Et je me souviens très bien, des fois je me disais, mais les gens, ils nous écouteraient parler, mais ils hallucineraient. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas pour c'est pas pour se vanter et tout ça, je dis ça, mais c'est vrai que les réactions du public étaient quand même très souvent dithyrambiques. On avait des échos-presse formidables, tout le monde était content, et nous, on faisait un bilan de la manifestation, mais on se détruisait, quoi. Mais ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien. Et c'était juste poser des exigences pour faire mieux la fois suivante, et pas être dans une posture du fait accompli, quoi. On est des culturés, on a fait ça. Voilà, je pense que cette exigence-là, c'est-à-dire du rapport critique, du retour critique sur ce qu'on fait, elle est absolument essentielle dans ce métier. Si on passe à côté de ça, on passe à côté et on peut pas sérieusement avancer. On peut pas avancer. On est toujours dans la reproduction, déjà que. On est toujours dans la reproduction de soi-même et surtout on se donne pas les moyens de faire et d'être justement dans ce que je racontais tout à l'heure, dans cette dialectique de l'offre et de la réponse. Et cette exigence de réponse qui est un peu contre la logique de l'offre et la demande, moi ça me fait penser à aujourd'hui on a un discours sur l'attractivité de Calais, l'attractivité de la ville. En quoi une politique culturelle, ça se distingue d'une politique d'attractivité? Et comment on fait pour lutter un peu contre la vision gestionnaire de la culture, qui est quand même très forte, quoi? Oui, mais ça c'est un mot extrêmement important, attractivité. Je veux dire, depuis que Natacha Bouchard est maire, il n'y a plus d'adjoint à la culture, c'est un adjoint à l'attractivité qui prend en charge la culture, c'est-à-dire qu'il y a une vision utilitariste de la culture. Même chose à la région. Donc ça, c'est une vision que moi, je ne partage absolument pas. Pour moi, la culture et le travail qui est le nôtre, ça a une dimension émancipatrice, sans vouloir employer des grands mots, mais ça forme le citoyen, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les imaginaires, ça ouvre des possibles. Enfin, c'est ça, c'est pas... Nous, quand on faisait... jour de fête, je savais qu'on mobilisait des dizaines de milliers de personnes, mais enfin, c'était pas moi, je faisais pas ça dans le but qui est plus de gens dans les restaurants de Calais. Après, s'il y en a, c'est très bien. C'est un effet induit. D'ailleurs, on a fait une chose un été. Je crois que c'était en 2015, la date m'échappe un peu, qui était Zingaro. On a présenté Zingaro pour 21 représentations l'été. Ça aussi, c'était une gageure. Ça voulait dire 21 000 spectateurs. Et je me souviens, parce qu'il faut quand même être un peu malin, que dans les attendus de demande de subventions pour cet événement-là, j'avais expliqué... que les gens allaient venir d'Angleterre, de Lille, etc. Mais quand on a analysé les cartes bleues, c'était le seul moyen. Moi, j'ai jamais été inquisiteur vraiment avec le public, mais carte bleue, c'était un bon indicateur. C'est-à-dire, on avait le lieu d'habitation. Mais j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en gros, 85% des gens, ils venaient à 10 km à la ronde, quoi. Donc cette histoire d'attractivité, machin, mais c'est du pipeau total, quoi. C'est du pipeau total. Et une politique culturelle, je me souviens, la première intervention de Natacha Bouchard au conseil d'administration du Chanel, après qu'elle soit élue, c'était de venir au conseil d'administration. Elle ne voulait pas qu'on ouvre un resto, parce qu'elle a dit, les restos, c'est au centre-ville, c'est pas ici. Un mois après, elle signait pour Burger King, enfin bon, voilà. Elle dit, vous êtes là pour remplir les restaurants et les hôtels de Calais. Bon, moi, la politique culturelle que j'ai, enfin, en tout cas, le travail qui a été le mien, il n'était pas du tout, mais pas du tout à cet endroit-là. Après, qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, c'est formidable. Mais c'est marrant, je reviens sur les tarifs, là, parce que dans leur délire
qui était, bon, les tarifs c'était un prétexte pour nous attaquer, j'en ai bien conscience, ils croyaient, je sais pas s'ils y croyaient eux-mêmes, mais ils étaient vraiment dans ce délire-là. Leur idée c'était de faire payer plus cher les gens qui venaient de l'extérieur de Calais. Alors qu'en même temps, ils dépensaient des centaines de milliers d'euros pour faire en sorte que les gens viennent à Calais. Bon, bref. Tout ça pour dire que... ça pour dire quoi oui, ils étaient assez incohérents. Non, mais sur la question justement des tarifs, je pense que ça pose aussi une question qui est importante et qui n'est pas facile à cerner quand on est à l'extérieur de ce monde culturel. C'est quoi la tension qui existe entre finalement l'exigence artistique d'une autonomie, en fait, de vraiment proposer une politique culturelle à partir d'un lieu, et en fait la pression politique des financements. C'est-à-dire comment on arrive à articuler les deux, c'est-à-dire à la fois diriger un lieu culturel et faire face aussi à la question des finances et à la question aussi des pressions politiques. Ouais. Alors déjà une remarque, moi je ne parle pas de financement, je parle de subventionnement. Finance, c'est le mot des mécènes, et moi je ne suis pas une collectivité publique. Moi je suis l'expression d'une politique publique. Moi en tant que directeur du Chanel et le Chanel, on est l'expression d'une politique publique. Donc c'est la responsabilité politique des collectivités territoriales, de l'État, de considérer que dans cette ville, il faut un équipement qui soit une scène nationale et de le faire vivre. Ensuite, c'est vraiment prendre les gens pour des idiots que de dire que parce qu'on va doubler le prix des places, on va résoudre les problèmes budgétaires, enfin les questions budgétaires. Ce ne sont pas des problèmes, c'est juste des questions, une réalité. D'abord parce que vous n'aurez pas forcément le même nombre de gens. Et tout simplement, si vous divisez par 2 le nombre de gens, vous avez exactement la même somme à la fin. Et puis quoi, dans un budget, les recettes de billetterie, c'est epsilon. C'est epsilon. C'est epsilon, je fais un spectacle, enfin, c'est vraiment epsilon, donc ça compte pas. Et donc, attaquer là-dessus, c'était attaquer sur le fond. En plus, c'était une attaque qui était extrêmement perverse, parce que imaginez que j'aurais dû y souscrire. Donc moi j'ai résisté à ça et on a gagné. Ils n'ont pas réussi. Donc j'ai été là, ils n'ont pas réussi. Mais j'aurais dû être comptable des résultats, y compris en termes de fréquentation, d'une politique qui n'était pas la mienne, parce que, encore une fois, la politique tarifaire, elle était absolument constitutive de l'ensemble, avec aussi la programmation. On n'a pas parlé de la programmation, mais je reviens sur cette histoire de populaire. Au Chanel, on a une pratique, et c'est une pratique qui s'est, comment dire, il y a eu un effet buvard aussi sur les gens qui travaillaient avec moi, qui au fil du temps ont pris en charge. Au début, je faisais tout, mais après, quand le Chanel s'est développé, je ne pouvais plus. Donc, il y a des gens qui ont pris en charge la programmation enfants, enfin jeune public. Il y a des gens qui ont pris en charge la programmation musique et tout ça. Notre manière de faire, c'était de voir les spectacles. C'est-à-dire, on savait ce qu'on... On n'a jamais fait une programmation sur catalogue. Ça, pour moi, c'est une histoire de respect vis-à-vis des gens qui viennent, des gens qui payent. Je pense que il y a une manière de parler des spectacles qu'on a vus qui est dans l'inconscient, qui est beaucoup plus persuasive que les spectacles qu'on n'a pas vus. Et il m'est arrivé de voir des spectacles, de les programmer, en sachant que les gens n'allaient pas forcément s'y retrouver, mais ça me permettait de le dire. Je me souviens un jour, je vais voir un spectacle à la Rose des Vents. D'abord, on était très très peu dans la salle. Et c'était un spectacle qui s'appelle Révolution, d'un chorégraphe qui s'appelle Dubois. Et
le spectacle commence, plein feu, les gens ils sont éclairés, et puis il y a des filles qui tournent un piquet comme ça, sur trois mesures du boléro de Ravel. Voilà, donc les gens regardent, tout le monde est un peu interloqué, mais au bout d'un quart d'heure, je commence à me poser la question de me tirer, quoi, parce qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Puis à un moment où je tourne la tête, je vois une femme qui avait sorti un livre de son sac et qui était en train de le lire et qui restait là. Et voilà, et ça avance, puis subrepticement, la lumière commence à baisser, commence à avoir un peu des accidents sur la scène. C'est ce que j'appelle des accidents, c'est des petits décalages entre les danseuses qui étaient parfaitement dans le même mouvement au début. Enfin, il y a un côté aussi, on achève bien les chevaux, quoi. Voilà. Et puis la dernière demi-heure, c'est juste formidable. C'est-à-dire que vous êtes dans un état de transe, quoi. Mais pour arriver à cet état de transe, il faut passer par ces étapes. Et donc j'avais prévenu les gens. J'avais dit, je vous préviens, pendant 1 heure vous allez vous emmerder. Enfin, je l'avais pas écrit comme ça, mais c'était ça que ça voulait dire. Mais la demi-heure, la dernière demi-heure, vous allez vivre un truc que vous avez rarement vécu au spectacle. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors qu'à la Rose des Vents, il y a, je sais pas, 3/4 de la salle qui s'est barrée. Nous, je crois qu'il y a 4 personnes qui sont parties. Donc, je crois qu'il faut cette honnêteté-là. C'est ça aussi, je pense, qui a caractérisé la relation du Chanel au public, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, on n'a jamais menti, on a toujours dit les choses telles qu'elles étaient, on n'a pas joué avec... on évitait dans nos écrits le festival du superlatif. Ouais. Voilà, il y a une forme d'honnêteté intellectuelle. Et puis, moi, j'ai toujours pris soin à la qualité graphique des choses. Enfin, d'ailleurs, c'est marrant parce que la première chose qui était demandée après mon départ, c'est que Sillage s'arrête, quoi. Ouais. Parce que Sillage, c'était notre journal mensuel. Et pourquoi ? Parce que, pourtant, c'était vraiment... Et parce qu'il le regardait comme un lieu d'impertinence, et puis le symbole, quoi, de ma présence. Et je sais que Sillage, c'était, je peux dire, le seul journal des scènes nationales que les gens lisaient, que les gens attendaient. Parce que il y avait, je pense qu'on avait trouvé une formule, il y avait les brèves, il y avait, voilà. Nous, on n'éditait pas, par exemple, sur la fréquentation, on n'éditait pas Sillage pour que les gens viennent au spectacle. Je veux dire, les spectacles étaient complets. Le premier jour, ils étaient complets. Donc, à la fois, c'était un rappel, mais c'était surtout, c'était aussi un acte artistique d'une certaine manière, Sillage. Puis on travaillait à l'époque avec un graphiste formidable, enfin, avec qui j'ai travaillé pendant 32 ans, 33 ans, il arrivait très vite après mon arrivée, qui s'appelle Patrice Junius, et pour plaisanter, je l'appelle le plus grand graphiste d'Europe, mais je suis pas loin de le penser, enfin, c'est vraiment une très haute pointure, quoi, très modeste. Là, par rapport à ça, j'ai une double question. La première, elle est sans doute un peu difficile. Parce que là, on a parlé de Sillage, finalement, de traces aussi mémorielles, d'émotions qui nous restent finalement après un spectacle, mais aussi quand on pense à un lieu. Vous avez travaillé 30 ans dans ce lieu-là, à penser, à l'imaginer, à le faire vivre aussi avec d'autres, avec une équipe. Qu'est-ce que ça fait de partir d'un lieu comme ça ? Et le deuxième point, pour ne pas rester que dans cette question de mémoire, c'est la question de la transmission. Ouais. On a parlé d'esprit d'un lieu, c'est-à-dire que s'il y a un esprit d'un lieu, c'est-à-dire que l'esprit dure aussi au-delà des personnes. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de partir et qu'est-ce qu'on peut espérer encore de ce lieu-là ? Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre et qu'est-ce que vous voulez en fait transmettre à partir de ce lieu ? Qu'est-ce que ça fait de partir ? Je savais que c'était inéluctable pour 2 raisons. D'abord, un moment où j'ai mon âge, mais j'en avais encore sous la semelle et j'aurais pu durer. Puis surtout, dès qu'elle est arrivée, Natacha Bouchard m'a annoncé que j'étais trop dans cette ville. Donc on peut regarder
les choses en disant ouais, bah, finalement, elle a réussi, mais elle a quand même mis... elle est arrivée en 2008, moi je suis parti en 2024. Donc c'est 33 ans au total, mais 2008-2024, elle a mis 16 ans quand même à réussir, alors que c'était son projet premier. Enfin voilà, elle pouvait pas me blairer, voilà, pour des raisons qui lui appartiennent. Moi je m'en fous, hein, j'ai pas de problème d'ego avec elle, contrairement à ce que j'ai pu voir écrire de temps à autre. Voilà, donc je savais je savais dès le début que ça allait se terminer comme ça. Je savais qu'à un moment donné, elle allait avoir les ressorts et trouver les opportunités pour que ça se termine avec, avec une forme de violence. En même temps, j'étais tellement préparé que je ne l'ai pas forcément vécu comme ça, mais quand même, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que 2020, elle signe une convention. 2 semaines après, elle balance cette convention, elle ne la respecte pas. Elle nous enlève 200 000 € ou 300 000 par rapport à cette subvention. Sur les 5 ans que dure cette subvention, jamais elle ne respecte la signature qu'elle a posée. Elle a cette opportunité-là parce qu'il y a le Covid, donc une situation un peu spéciale. Elle a cette elle pose l'acte comme ça, d'une manière, je pense, un peu provocatrice. Elle voit qu'au niveau de l'État, bon, c'est très mou, c'est très très mou. On ne lui dit rien et tout ça, donc elle continue. Mais on continue, nous, à se battre, mais on continue à exister. Moi, j'ai vécu longtemps avec une illusion. C'est que je me souviens, tout un temps, en CA, j'étais très fier d'annoncer les chiffres. On a toujours été sur une courbe AX plus B, nous. C'est-à-dire on a toujours monté en fréquentation, tout le temps. Jamais on est descendu. Quand le Syndéa, qui est le syndicat des entreprises culturelles, me demande les chiffres de reprise après le Covid, j'envoie les chiffres et comme je connais la personne, je lui dis bah ça va, voilà comment on se situe. Mais on était, voilà, nous on avait retrouvé 98,5% du public. Les lieux les plus hauts, ils avaient retrouvé 70%. Il y en avait plein qui traînaient à 30%. Donc on était vraiment, voilà. Et je pensais, mon illusion, c'était de penser que dénoncer ça en conseil d'administration allait faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Mais en fait, plus on avait des résultats positifs, plus ça les foutait dans une rage totale, et plus ils cherchaient des moyens de nous détruire. Elle a d'ailleurs été très, très maligne, hein. Elle a balbutié pendant, on va dire, 7-8 ans, peut-être un peu plus, en nous attaquant avec tout et n'importe quoi. Un jour, elle déclare en conseil municipal que les élus et techniciens de la ville de Calais en ont marre de se faire insulter par le directeur du Chanel. Mais d'où ça vient, quoi? D'ailleurs, 3 semaines après, elle dément, et 1 mois après, mais elle dément en petit comité, évidemment, hein, le mal il est fait. Il y a 10 000 personnes qui ont vu la une de Nord Littoral où c'est marqué ça. Donc elle a installé une image, et on s'est dit oui, mais bien sûr, monsieur Peduzzi, vous n'avez jamais insulté personne. Voilà, c'est comme ça. Donc ils ont balbutié, ils ont attaqué à tort et à travers, et puis à un moment donné, elle a compris, et elle a trouvé l'opportunité, d'ailleurs c'est nous qui lui avons offerte. Et là, moi j'avais écrit un projet en 2015 où je parlais d'installation urbaine avec des artistes, et en particulier avec Delarosière. Et ce truc-là n'a pas échappé, non pas à elle, parce que je ne lisais pas mes projets, je le comprends parfaitement, elle est maire d'une ville, enfin. Mais par contre, l'adjoint à l'attractivité, voilà, c'est ça. Pascal Pes, lui, il avait lu, et un jour, il vient me voir, il me dit « Ah ouais, je trouve ça vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées de Delarosière et tout ?» Et bon, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et cerise sur le gâteau, on fait Longma, donc un autre dragon, le premier, et elle restait à l'écart, et
je crois que c'est Hénin et Jackie Hénin et Capet qui disent au conseil municipal que ce serait bien de s'associer, parce qu'au départ c'était que le Chanel, ils s'y associent et tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se met en route avec de la Rosière, elle récupère ça. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant, on va dire, 8-9 ans, elle tape tous azimuts un peu de manière désordonnée, sans fond, et tout ça. Et à un moment donné, elle comprend que finalement, pour avoir le Chanel, il faut l'étouffer. Et donc, elle installe un discours où la ville a sa propre politique culturelle. Donc, elle renforce Gérard Philippe, elle renforce le théâtre, elle installe Hervé Koubi, voilà, les artistes organiques. Voilà, elle met la ville dans une situation, je pense, financière pour les 30 ans qui viennent, un peu délicate, mais bon, avec le projet de la Rosière, qui n'était pas du tout le nôtre. Hein. Moi, je lui ai dit à François, s'il a voulu venir nous présenter, enfin bon, bref. Elle fait ça, et donc elle donne le sentiment, juste d'ailleurs, qu'il y a une politique culturelle, et dernière cerise sur le gâteau, elle nous coupe les moyens financiers. Pas d'entretien du bâtiment. Les bâtiments, là, ils partent en déshérence. Hein. Si rien n'est fait, voilà, on va commencer à fermer les lieux un à un. Donc, elle a été très, très forte sur la manière dont elle a construit mon départ. Mais c'est pas mon départ, c'est... Moi, je suis qu'une pièce du puzzle. C'est en fait tout ça, c'est même pas lié à moi. Enfin, c'est vraiment la volonté de tout régenter dans cette ville. C'est-à-dire, elle a une conception, mais c'est pas la seule, hein, de maire, mais une conception un peu, on va dire, enfin, c'est le roi, quoi, ou la reine de la ville. Rien de ce qui se passe dans ma ville, pas un mètre carré ne doit échapper à mon regard et à mon avis. Je sais, celle de la Rosière me l'avait dit, qu'elle était scandalisée que je ne lui fasse pas relire Sillage avant de l'éditer. C'est pour dire ce qu'il y a dans la tête de ces gens. Donc voilà, et elle fait ça, donc c'était l'inéluctable, et elle a très bien joué, vraiment chapeau, quoi. Bon, elle a mis 16 ans, mais elle a su trouver la clé. Voilà. Donc moi, mon départ, il était en quelque sorte dans l'ordre politique des choses. Voilà. Et puis je ne peux pas lui reprocher de ne pas me l'avoir annoncé. Elle me l'a annoncé. Voilà. Alors, en plus, et après, il y avait une autre question, la transmission. C'est la transmission. S'il y a un esprit dans les lieux, il y a une possibilité de transmettre quelque chose malgré la violence de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez finalement transmettre à partir de cette création? En tout cas, moi, d'abord, nous, on avait un travail extrêmement collectif, et il est clair que sur les dernières années, j'ai délégué des choses aussi, en sachant que voilà, que j'allais partir, de manière à ce que des gens à l'intérieur de l'équipe aient plus de responsabilités, se confrontent aussi aux questions, parce que quand on programme pas, on peut avoir un avis sur la programmation de l'autre, mais quand on programme, voilà, on est confronté à des questions, et on touche du doigt des réalités qu'on ne peut pas toucher si on ne le fait pas. Et donc, oui, je m'étais attaché, j'avais nommé une directrice adjointe, voilà, il y avait quelqu'un qui s'occupait à qui j'avais délégué la musique. Le jeune public, c'était déjà fait, mais bon, les pouvoirs ont été renforcés. Donc oui, j'avais cette question-là de la transmission absolument à cœur, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais été, après moi, le déluge, ou enfin voilà, faire table rase, quoi. Je trouvais qu'il était important que l'équipe soit en mesure, voilà, de fonder sa propre pensée, qu'il y ait des gens qui soient capables dans cette équipe
de prendre la suite. Les choses, elles ont extrêmement bougé, parce que je me souviens qu'en 2013, il y a un inspecteur du ministère de la Culture qui est venu me voir et qui m'a dit « Bon, Francis, le temps n'est pas venu, mais le jour où tu pars, il est clair qu'à Calais, on ne peut pas fonctionner comme dans les autres scènes nationales. » Voilà. Et il y a une autre personne qui est venue me voir, qui s'appelle Hortense Archambault, qui est directrice d'AMC 93, et qui est venue en 2019 pour un spectacle qu'on avait fait, une fabrica qu'on avait fait avec Julien Gosselin, 2019 ou 2018, et qui, voilà, après le spectacle, me dit « Mais Francis, à Calais, il faut que ce soit toi qui nomme la personne qui te succède. À Calais, ça peut être que comme ça. » Bon, évidemment, ça s'est pas fait comme ça, parce que l'enjeu, c'était de certaine manière aussi tuer l'esprit du lieu, parce que ce lieu, il avait quand même une autonomie. Moi, je sais que j'ai jamais cédé à leur pression, et j'en ai eu. Hein. Par exemple, je peux citer, là, c'est ce qui me vient à l'esprit, on avait été approché par des boulangers qui faisaient du pain pour les migrants. Donc en gros, c'est quoi? C'est leur léguer 2 mètres carrés de macadam pour installer un four. Et bon, ça, c'était pas possible, quoi. C'est un crime de je ne sais pas quoi, d'humanité, probablement. Moi, je leur avais dit oui, et la seule demande que je leur ai faite, c'était de faire exister aussi leur présence pour le public du Chanel, ce qui s'est toujours fait. C'est-à-dire que le samedi soir, ou le vendredi soir, au spectacle, ils vendaient leur pain, et les gens étaient très contents d'avoir du très bon pain, bio, à acheter, quoi. Voilà, donc la transmission, bah oui, pour moi c'était essentiel, mais tout ça a été blackboulé dans un jeu de dupes, parce que évidemment c'était la chose dont ils ne voulaient pas. Enfin, J'aurais une dernière question pour finir cet entretien. En fait, c'est peut-être 2 demandes. La première serait, est-ce qu'il y aurait une sorte d'image ou un souvenir qui pourrait vraiment capter cet esprit du lieu, quelque chose qu'on pourrait aussi transmettre aux autres personnes pour dire ce que ça a été, est-ce que ça pourrait encore être le Chanel? Et dernière demande qui est assez classique, mais est-ce que vous auriez un mot de la fin, ou quelque chose qui pourrait résumer un peu ce qu'on a dit? Ça, c'est les 2 questions où j'ai pas de réponse spontanée. Une image, c'est ça, hein, un souvenir ou quelque chose qui... Ouais, mais bon, ça m'embête parce que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ce moment où, je sais pas, en 2015, enfin, je revois la situation où je sors du bar, c'est un samedi après un spectacle, 11h du soir, et je traverse la cour qui est éclairée, et voilà, et où ça me vient, ça surgit en moi. Je dis, mais ce lieu, il est quand même incroyable. Bon, il y a ça. Après, il y en a d'autres. Hein, pour moi, il y a la plus belle chose qu'on ait faite au Chanel, c'est Feux d'hiver. Je trouve que d'avoir dû arrêter Feux d'hiver, et tout le monde m'en parle. Là, je suis rentré il y a 3 jours, j'ai rencontré plein de gens, et 3-4 fois on est dit « Ah, Feux d'hiver, c'était formidable » et tout ça. Et donc cette image du 31 décembre à minuit avec les gens, c'est ce petit truc un peu ridicule quand on le décrit, mais ce moment d'une émotion incroyable, ça vraiment, ça me reste. Mais bon, je pourrais citer plein d'autres choses. Probablement, quand vous allez partir, je me dirai « Ah, mais pourquoi t'as pas parlé de ça ?» Parce que, d'une certaine manière, Feux d'hiver, plein de gens l'ont vécu, mais il y a aussi des moments beaucoup plus intimes que j'ai vécu dans cet endroit qui
qui m'ont marqué. Alors voilà, il faudrait qu'ils surgissent là immédiatement, mais bah, si j'en ai un. Du coup, j'en ai plein, mais je vais. On avait fait un truc, c'était aussi pour montrer la force du Chanel. C'était pas que le jeu. J'avais un jour programmé un spectacle en disant, j'avais pas donné le titre du spectacle et j'avais pas donné le nom, et j'avais programmé 2 soirs et j'avais dit aux gens, bah voilà, prenez un risque, mais j'avais juste dit que c'était de la musique. Et on programme, et voilà, je sais plus, c'était 15 balles le prix, et bah ceux qui auront pris les places, bah, ils auront la surprise. On a appelé ça la surprise de mai. Et cette surprise de mai, c'était Jacques Higelin. Donc c'était plein immédiatement, c'est-à-dire les gens ont fait confiance. Et je vais chercher Jacques Higelin à la gare, à Fréthun. Et on arrive, on débouche après l'autoroute, là, donc on longe le canal et on voit le belvédère, on voit le chapiteau, on voit le lieu, tout ça. Et moi, je lui dis rien, je lui dis voilà, c'est ça, le lieu et tout ça. On arrive et je rentre dans la cour, on se gare là, près du passager. On sort de la voiture et il me dit on sent que ce lieu, c'est le résultat d'un combat. Je ne lui avais rien dit et j'ai trouvé ça incroyable, enfin, où il avait été, enfin, quelles antennes il avait déployées pour comprendre ça, parce que c'était extrêmement juste, c'était vraiment le lieu d'un combat. Voilà, donc ça c'est un truc. La deuxième question c'était... Non, mais peut-être qu'on a déjà dit l'essentiel avec ce, mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit, ou quelque chose qu'on aurait oublié? Ouais, il y a un truc que j'ai pas dit. C'est pas facile pour moi, j'avoue, j'ai du mal à m'y mettre, mais en tout cas, j'ai quand même bien l'intention de raconter tout ça là, et d'écrire un livre. C'est-à-dire, alors c'est à la fois parce que je trouve, d'une certaine manière, je m'en fais un devoir, parce que d'abord je l'avais promis, donc j'aime bien tenir mes promesses. La deuxième chose, vis-à-vis des équipes qui ont travaillé avec moi et des gens qui ont travaillé avec moi, j'ai l'impression de leur devoir ça. Et puis la troisième chose, c'est que j'ai pas envie que l'histoire du Chanel soit écrite par d'autres comme elle est en train d'être écrite, quoi. Et que non, les Royal de Luxe, c'est pas Natacha Bouchard qui a fait venir un Royal de Luxe dans la ville, parce que à un moment, il y a quand même, au moment du dragon, il y a un truc, je l'avais dit aux journalistes d'ailleurs, ils ont un peu baissé la tête, à regarder leur godasse, mais Nord Littoral fait 2 pages sur l'histoire de la Rosière à Calais, sans jamais citer le Chanel, ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Enfin, franchement, ça relève de la prouesse. Donc, j'ai pas envie que ce soit d'autres qui écrivent cette histoire, et donc je veux en témoigner à l'endroit où j'étais, avec toute le côté partiel et partial, mais j'ai envie de témoigner de ça et de raconter ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a fait, plein de petites anecdotes comme celle d'Higelin que je viens de vous dire. J'en ai d'autres avec Hubert Félix Thiéphel, mais je raconterai dans le livre. C'est magnifique, par tous les temps, automne, hiver, printemps, oh là là là, c'est magnifique, un lieu spécial, ouvert et amical, welcome to tea, ambiance et libre.
profiter d'un lieu magique, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, le Chanel magnifique, le Chanel magnifique, le Chanel magnifique. Merci en tout cas. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'était très, très agréable merci, pour ouais, moi de me prêter à ce jeu-là.